Il jouait chaque jour. L'ordinateur se trouvait dans la même pièce où dormait celle qui n'avait pas encore 2 mois. Comme on le découvrira plus tard, c'est précisément ce détail, l'emplacement, la proximité, le bruit constant, qui deviendra partie intégrante de ce qui allait se produire 59 jours plus tard. Mais personne ne le savait encore. Septembre 2016, Barnaoul, quartier Jelezno-Dorojny. Une petite cérémonie avait lieu au bureau d'état civil local. Le jeune couple était félicité parce que leur premier-né était devenu le 1000e enregistré dans le quartier cette année-là. Un chiffre symbolique, une belle occasion pour une photographie et quelques mots chaleureux de la part de l'administration. Le père, Andreï Mironov, à peine passé 20 ans, travaillait comme soudeur. Sur la photo, il sourit, sa femme à ses côtés. Ensemble, ils ressemblaient à une famille jeune tout à fait ordinaire. Rien de remarquable, pas de richesse particulière, pas de grandes ambitions, simplement 2 personnes qui avaient eu leur première personne ensemble. Et cette personne s'était retrouvée par hasard dans une statistique, était devenue un chiffre rond pour un quelconque rapport. Probablement l'un des fonctionnaires avait alors prononcé les mots habituels sur la démographie, sur l'avenir, sur le fait que chaque nouvelle personne est un espoir. Andreï Mironov accepta les félicitations, posa pour la photo et rentra chez lui. À la maison, cet ordinateur et ce jeu auquel il s'asseyait chaque soir l'attendaient. À partir de ce moment, le compte à rebours commence. Dans 59 jours, celle qu'on félicite en ce moment ne vivra pas un jour de moins que 2 mois. Et la cause de cette issue sera celui qui sourit actuellement sur la photo à côté d'elle. L'appel aux urgences provint de Mironov lui-même. Sa voix sur l'enregistrement semblait alarmée. « Elle va mal, ne réagit pas, besoin d'aide !» Le répartiteur enregistra l'appel et transmit l'adresse à l'équipe. C'était novembre 2016, 2 mois après cette fameuse cérémonie. Les médecins arrivèrent rapidement, mais il n'y avait plus personne à aider. Ce qu'ils virent sur place ne correspondait en rien au tableau d'un malaise. Sur la tête, des traces de blessures. Sur le visage et les épaules, des marques caractéristiques, comme si quelqu'un avait serré fortement. Ce n'était ni une maladie, ni un accident. Les médecins appelèrent immédiatement la police. Mironov était à la maison. Sa femme n'était pas là. Comme il s'avérera plus tard, elle était partie au magasin à ce moment-là et était revenue en trouvant déjà les véhicules garés devant l'immeuble. Les enquêteurs commencèrent l'examen de l'appartement et documentèrent la scène. L'ordinateur dans la pièce et juste à côté, littéralement à quelques mètres, le berceau. À première vue, rien d'inhabituel. Un logement ordinaire d'une famille ordinaire, mais celle qui avait été félicitée 2 mois plus tôt gisait immobile. Elle avait 59 jours. Mironov fut arrêté le soir même et une affaire pénale fut ouverte. À partir de ce moment, l'enquête devait répondre à une question que personne parmi les personnes présentes ne pouvait concevoir. Comment un père avait-il pu faire une telle chose à celle qui venait à peine de venir au monde ? L'enquête commença par le plus simple, déterminer qui étaient ces personnes et comment elles vivaient avant ce soir-là. On interrogea les voisins, les proches, les connaissances. On étudia la page de Mironov sur les réseaux sociaux. Le tableau qui se dégageait de ces témoignages paraissait tout à fait ordinaire. Une jeune famille, leur première année ensemble, un appartement loué dans le quartier Jelezno-Dorojny. Rien d'alarmant. Pas de plainte, pas de scandale. Pas d'appel à l'agent de quartier. Mais un fait revenait dans les témoignages encore et encore, et l'enquête y prêta attention. Mironov était passionné par le jeu informatique World of Tanks. C'est un simulateur de bataille de chars en ligne, un truc populaire avec des millions de joueurs. Pour la plupart des gens, c'est un passe-temps inoffensif du soir, un moyen de se détendre après le travail. Mais pour Mironov, d'après les témoignages, c'était l'occupation principale pendant tout son temps libre. Sa femme s'occupait de celle qui était apparue en septembre. Amis, parce que YouTube est très sensible au sujet du true crime, nous sommes contraints de censurer les mots exactement de cette manière. Nous ne pouvons pas prononcer directement ces mots auxquels vous pensez en ce moment. Alors pardonnez-nous s'il vous plaît. Il faudra écouter dans ce format. Nous faisons de notre mieux pour vous. Merci beaucoup de rester avec nous. Sa femme s'occupait de celle qui était apparue en septembre, pratiquement jour et nuit, nourrissait, couchait, se levait la nuit. Mironov aidait peu, et quand sa femme devait sortir au magasin ou pour quelques courses, elle la laissait avec lui. Pas longtemps, une demi-heure, peut-être 1 heure.
Dans ces moments, Mironov s'asseyait invariablement devant l'ordinateur. Il le confirma lui-même et sa femme confirma la même chose. L'enquêteur Denis Brajnikov décrira plus tard cette scène dans le dossier. Le père devant l'écran, le berceau à côté. Que se passait-il exactement pendant ces demi-heures où la mère était au magasin et le père dans le jeu? La réponse à cette question, l'enquêteur l'obtiendrait plus tard, et elle s'avérerait plus terrifiante que quiconque aurait pu imaginer. À 2 mois, une personne ne sait pratiquement rien faire à part les choses les plus élémentaires, manger, dormir et pleurer. Et les pleurs sont le seul moyen de signaler tout inconfort. La faim, une couche mouillée, des coliques, simplement le besoin de chaleur et de présence. Tout cela s'exprime de la même manière, fort, avec insistance, sans pause. Pour la plupart des parents, c'est simplement une partie de la vie. On se lève, on vérifie, on calme. Parfois avec irritation, parfois déjà en pilote automatique, mais on le fait parce que c'est son choix et sa responsabilité. La question qui se posait à l'enquête était assez simple. Que faisait Mironov quand des pleurs venaient du berceau? Il était assis devant l'ordinateur. Un combat était en cours à l'écran. Des chars, des alliés, des adversaires, tout cela exige de l'attention, de la réaction, de l'implication. Et c'est précisément à un tel moment que du berceau, à quelques mètres de lui, retentit un cri. Et ensuite, l'enquête l'apprendrait de ses propres déclarations. Ce témoignage deviendrait l'élément clé de toute l'affaire. Mironov raconta en détail comment tout se passait dans ces moments où sa femme quittait la maison. Il était assis devant l'ordinateur et un combat était en cours à l'écran. Dans les jeux en ligne, c'est exactement comme ça que ça marche. Quitter le combat, c'est laisser tomber les kits, perdre des points, gâcher ses statistiques. Pour un joueur passionné, tout cela a de l'importance, parfois même plus qu'on ne voudrait l'admettre. Et c'est à ce moment précis que des pleurs retentissent du berceau. D'abord discret, puis plus fort, puis déchirant, exigeant, incessant. Un cri que l'évolution a rendu insupportable exprès pour qu'un adulte ne puisse pas l'ignorer. Mironov détournait le regard de l'écran, se levait, la prenait dans ses bras et essayait de la bercer, comme le font tous les parents. Faisait le tour de la pièce, la balançait doucement, attendait qu'elle se calme. Mais ça n'aidait pas. Les pleurs continuaient. Peut-être qu'elle avait mal au ventre, peut-être qu'elle voulait manger, peut-être qu'elle avait simplement besoin de la chaleur maternelle et non des mains d'une personne dont les pensées étaient encore dans une bataille de chars. Mironov se mettait en colère. Il l'a également admis lors de l'interrogatoire. Pas tout de suite, mais il l'a admis. L'irritation grandissait de minute en minute. Le combat à l'écran suivait son cours, déjà sans lui, et celle qui était dans ses bras criait et ne montrait aucune intention de s'arrêter. Et voici ce qu'une personne normale fait dans une telle situation. Continue de bercer, vérifie la couche, essaie de donner la tétine, appelle sa femme. En fin de compte, supporte tout simplement parce que c'est son choix et sa responsabilité. Mironov fit un autre choix, il trouva un moyen de la faire taire. L'enquête établit le mécanisme de ce qui se passait dans l'appartement quand Mironov restait seul. Il le raconta lui-même lors de l'interrogatoire consigné au procès-verbal. L'enquêteur Denis Brajnikov décrira plus tard ce schéma dans le dossier, effrayant précisément par sa simplicité. Quand les pleurs ne cessaient pas et que le bercement n'aidait pas, Mironov la frappait à la tête avec la paume de sa main. Pas avec le poing, mais avec la paume ouverte. Il pensait probablement que ce n'était pas un vrai coup, que c'était juste un moyen de calmer, qu'une paume ouverte, ce n'était pas si grave. Il est important de comprendre une chose. Une tête à 2 mois, ce sont des os du crâne mous, non soudés, la fontanelle, un cerveau qui est encore en formation. Il n'y a pas la protection qu'un adulte possède. Tout impact brusque est déjà une blessure. Tout coup est un dommage. Mais Mironov ne le savait pas ou simplement n'y pensait pas à ce moment-là. Après le coup, elle se taisait et cessait de crier. Elle perdait peut-être connaissance. L'expertise le déterminera plus tard. Pour Mironov, le résultat était un seul, le silence. Il pouvait retourner devant l'écran et il pouvait continuer le combat. C'est exactement ce qu'il faisait. Il se rasseyait devant l'ordinateur, mettait son casque et retournait dans le jeu. Et dans le berceau gisait celle qu'il venait de frapper, silencieuse, immobile, avec une blessure à laquelle il ne voulait pas penser.
Sa femme revenait du magasin et voyait une scène calme. Le mari devant l'ordinateur, le silence dans le berceau. Aucune question. Cela continua pendant un certain temps, et combien exactement, l'enquête l'établirait par les résultats de l'expertise. Mais ce jour de novembre, les choses se passèrent différemment. Après un énième coup, elle ne se tut pas simplement. Amis, et la suite de cette vidéo, vous pouvez la regarder ici.